Bonjour tout le monde. On va commencer maintenant à parler des ce qu'on appelle les tests T pour deux moyennes indépendantes. Okay? Dans le livre, on parle de Two Independent Sample T-Test. Okay? Et ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que la question change. Donc, je vous ai présenté dans le cours des questions où est-ce que la question c'était voici une population dont nu égale à telle affaire, sigma est égal à telle affaire. Quelles sont les chances que tu trouves une moyenne, disons pris avec un échantillon de 25 personnes, de tant ou plus, par exemple. Okay? Et on a vu d'autres situations où on disait j'ai aucune idée c'est quoi mu. Non, je sais c'est quoi mu, mais j'ai aucune idée c'est quoi sigma dans la population. Mu c'est temps. Sigma, je sais pas. Quelles sont les chances que tu trouves un échantillon de temps ou plus? Puis là, vous vous souvenez, vous preniez S comme en remplacement de sigma. Okay? Puis si le n était assez grand, vous pouviez utiliser la mécanique, la logique du score Z. Si le n était plus petit que ça, on s'était dit vous deviez aller avec la mécanique du score T, de la distribution T. Et là, ça vous demandait de calculer les degrés de liberté. Okay? On a vu une autre situation où la question c'était c'est quoi mu? Okay? C'est quoi mu? On a vu qu'il y a deux façons de faire ça. Simplement prendre une moyenne d'un échantillon puis dire mu c'est ça. Ou bien faire ce qu'on appelle un intervalle de confiance, qu'on avait mis nous à 95% de confiance. Où là, c'était de prendre une moyenne et y ajouter ou y soustraire un calcul qui, si je le décris bien, était la multiplication entre l'erreur type et le score, un score Z ou un score T, dépendant si vous aviez combien de personnes vous aviez dans l'échantillon. Okay? Là, on va commencer une question qui est complètement différente, qui est, imaginons, je vais la mettre dans un contexte. Imaginons que imaginons que j'ai des raisons de croire que la cigarette diminue la densité d'une certaine partie du cerveau. Okay? Disons, dans votre cerveau, il y a ce qu'on appelle le lobe frontal qui est en avant, qui est juste au-dessus de vos yeux, qui est extrêmement important pour la motivation, pour la poursuite d'objectifs, pour la gestion de vos comportements, la gestion de vos impulsions, tout ça. Si cette partie-là est moins dense en termes de neurones, s'il y a moins de neurones dedans, vous pourriez avoir des problèmes à tous ces niveaux-là. Okay? Avec la gestion des impulsions, la motivation, même la mémoire à court terme serait reliée à ça. Et donc, imaginons que j'ai des raisons de croire que le tabagisme fait diminuer la densité dans cette partie-là du cerveau, du lobe frontal. Okay? Et là, la question serait, pour vérifier si ça c'est vrai, je devrais faire une étude où je me pose la question suivante. Est-ce que la densité, je vais juste appeler ça la densité. Quand je dis densité, je veux dire la densité du lobe frontal dans votre cerveau. Okay? Est-ce que la densité chez les fumeurs est différente que la densité chez les non-fumeurs? J'ai aucune idée c'est quoi la densité dans la population générale, le mu. J'ai aucune idée c'est quoi la densité dans la population des fumeurs. J'ai aucune idée c'est quoi la densité dans la population des non-fumeurs. Mais j'aimerais quand même savoir, est-ce que j'ai des bonnes raisons de croire que la densité dans la population des fumeurs est différente que la densité dans la population des non-fumeurs? Okay? Donc, ce que j'ai ici, c'est deux groupes, deux échantillons qui sont indépendants l'un de l'autre. Qu'est-ce que je veux dire? Les fumeurs ne sont pas des non-fumeurs. Et les non-fumeurs ne sont pas des fumeurs. C'est pour ça qu'on appelle ça deux groupes indépendants.
qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre une moyenne de... Je vais prendre un échantillon de fumeurs, puis un échantillon de non-fumeurs. Fumeurs, non-fumeurs. Okay. Je vais prendre un échantillon de fumeurs, disons de, je sais pas moi, 50 personnes. Un échantillon non-fumeurs, de 50 personnes aussi. On va parler de certains cas où est-ce qu'on n'a pas exactement les mêmes nombres, parce que des fois, on n'arrive pas au même nombre. Ça peut être plus difficile de trouver des non-fumeurs que des fumeurs, par exemple. T'sais. Mais dans un cas parfait, j'aurais 50 fumeurs, 50 non-fumeurs. Je prendrais leur moyenne en termes de densité. Okay? J'ai des façons de mesurer la densité neuronale dans une partie du cerveau. C'est pas notre problème ici. Okay? Imaginons que ça va de 0 à 10. 0, il n'y a aucun neurone dans cette partie du cerveau. Puis 10, il y a tous les neurones dont tu as besoin, par exemple. Donc, je vais prendre un X-bar ici, la moyenne. Puis je vais prendre mon X-bar ici. Et imaginons, par exemple, que, bon, j'ai dit que c'était sur une échelle de 0 à 10. Alors, imaginons qu'on est à 9 ici, puis qu'on est à 8.5 ici. Fumeur puis non-fumeur. Je vais faire le contraire, disons. On est à 8 chez les fumeurs, puis 8.5 chez les non-fumeurs. OK? 8 sur 10, puis 8.5 sur 10. En regardant ça juste de même, je peux me dire, il y a une différence de 0,5. Mais la question, c'est cette différence de 0,5. C'est toujours la même question qui revient là. C'est tout le temps la même question. Cette différence de 0,5, est-ce qu'il m'est possible de la trouver si en vérité il n'y avait pas vraiment de différence dans la population entre les fumeurs et les non-fumeurs? Quelles sont les chances que je trouve une différence de 0,5 dans ma mesure de la densité du cerveau entre 50 fumeurs et 50 non-fumeurs si l'hypothèse nulle est vraie, s'il n'y a aucune différence entre les fumeurs et les non-fumeurs dans la vraie vie en termes de population? Si je trouve que les chances de trouver cette différence-là sont extrêmement grandes, je vais dire, bon, il n'y a probablement aucune différence entre les fumeurs et les non-fumeurs, parce que, en présupposant qu'il n'y a aucune différence, j'ai beaucoup de chances de trouver une différence comme ça. Mais si les chances de trouver une différence comme ça sont extrêmement petites, en présupposant que l'hypothèse nulle est vraie, ça veut dire qu'en présupposant que les fumeurs et les non-fumeurs sont exactement pareils en termes de densité du cerveau, il me serait extrêmement, tellement rare de trouver une différence comme ça, que là, je vais dire, c'est peut-être que c'est pas vrai que les fumeurs et les non-fumeurs sont complètement identiques en termes de la population. Okay, c'est la même logique qu'on a décrit en classe puis dans des vidéos précédentes. Mais là, je vais vous faire comprendre quelque chose, parce qu'on bouge là. Ce que je suis en train de faire, là, on vient de bouger d'une question où est-ce qu'on se demandait quelles sont les chances de trouver une moyenne de temps. Puis là, on est dans quelles sont les chances de trouver une différence entre deux moyennes. OK? OK, donc, on a déjà fait des problèmes où c'était quelle est la probabilité, que je vais dire P, là, quelle est la probabilité de trouver une moyenne qui est égale à, je sais pas moi, 8 ou plus? OK? Ça, c'est pas le genre de question qu'on a ici. Ici, ce qui nous intéresse, c'est la différence entre les deux moyennes. Ici, c'est quelle est la probabilité de trouver une différence de moyenne entre deux groupes qui est égale à, par exemple, 8 ou plus. C'est différent, là. Ici, on s'intéresse à des différences entre les fumeurs, entre notre échantillon de fumeurs et non-fumeurs. Puis on se dit, cette différence-là, elle est-tu assez large? Est-ce qu'elle est peu probable? Est-ce qu'elle est très probable?
qu'est-ce qu'il y en est. Okay? Donc, on passe à quelque chose comme ça. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que pour résoudre un problème comme celui-ci qu'on a fait tellement souvent, qu'on a fait en classe, que j'ai fait dans les vidéos, qu'est-ce que vous aviez besoin d'utiliser? Vous aviez besoin d'utiliser une distribution des moyennes. Vous souvenez-vous? Vous aviez la grande population, vous preniez une moyenne, un échantillon, vous calculiez la moyenne, vous remettiez les gens dedans, vous repreniez un autre échantillon, calculez la moyenne, reprenez, puis ça vous donnait une distribution des moyennes. Okay? Cette distribution des moyennes, qu'est-ce qu'on savait d'elle? On savait que sa moyenne, donc la moyenne des moyennes, était probablement égale à la moyenne de la population. Puis ce qu'on savait, c'est que son écart type à elle s'appelait pas l'écart type, mais s'appelait l'erreur type. Et c'était égal à ça. OK? La logique est la même ici, mais pour répondre à cette question-là, on ne va pas utiliser cette distribution-là. Ça ne fait pas de sens. Ça, c'est une distribution de moyenne. OK. Voici quelque chose d'extrêmement bizarre. Pour juger si cette différence-là, elle est probable ou non, il va falloir utiliser une distribution de différence de moyenne. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer exactement ce que ça veut dire.